Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour écouter et poser des questions à Nicolas Meillan. Alors, Nicolas est ingénieur de formation. Il est passé par l'ESTP et le MIT. Et il a démarré sa carrière, c'est un truc un peu mystérieux pour certains, comme ingénieur crash dans le secteur automobile, avant de devenir consultant en stratégie dans les secteurs de transport et de l'énergie. Donc, il est membre à ce titre de plusieurs think tanks, sur la transition énergétique notamment. Il cherche à porter un éclairage énergétique à des problématiques économiques, géopolitiques, et surtout proposer des solutions dans un monde qui devient vraiment sous contrainte énergétique. Il a dernièrement été, il est conseiller scientifique à France Stratégie et contributeur du rapport, je lis, qui s'appelle « Les politiques industrielles en France, évolution et comparaison internationale ». C'est un fervent défenseur de la réindustrialisation de notre pays, peut-être parce que sa femme a une start-up qui, elle, produit 100% français, peut-être qu'il nous en parlera plus tard. Pour revenir à notre sujet du jour, deux grandes questions pour lancer Nicolas et après lui poser vos questions. En quoi le déclin industriel de la France, qui est vraiment plus qu'avéré, sa désindustrialisation donc est-il néfaste, notamment quand on réserve en termes de développement durable, avec les trois grands piliers du développement durable atteints par cette désindustrialisation, le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Donc, premier aspect. Et deuxième série de questions autour de la réindustrialisation du pays. Est-ce qu'elle pourrait permettre justement d'accélérer la transition écologique et, in fine, de limiter les risques de casse sociale majeure dans les années qui viennent? Nicolas, la parole est à toi. Parfait, merci. Merci Anne. Merci pour votre invitation. Je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui pour cette discussion, puisque je vais vous présenter très succinctement quelques faits, quelques idées, et je vous laisserai une large place à l'échange, à la discussion sur cette question qui est compliquée, notamment de la réindustrialisation de la France. On en parle beaucoup, mais c'est un peu plus compliqué dès qu'il s'agit de la faire. Alors, comme j'ai bien compris que vous n'êtes pas des très grands fans des slides, j'en ai préparé quelques-unes, mais pas beaucoup, pour pouvoir partager, parce que sur ces sujets-là, il faut partager quelques faits, qu'on est sûr qu'on part du même point de départ pour pouvoir réfléchir ensemble à des solutions. Le premier point de départ, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est le rapport que Anne a cité, hein, qui est disponible sur le site de France Stratégie, sur les politiques industrielles ou au choix les politiques désindustrielles de la France depuis 40 ans. En fait, on remarque que ces politiques de désindustrialisation ont quand même permis quelque chose, c'est de faire baisser nos émissions de CO2. Hein, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est ce que peu de gens savent, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la France, quand on compare à 1990, on se dit « Ah, c'est génial, on a baissé nos émissions de CO2 ». Mais on ne va jamais voir où est-ce qu'on les a baissées. Dans le transport, en fait, ça a augmenté. Dans le résidentiel tertiaire, donc bâtiment, ça a plutôt augmenté. Agriculture, ça a un peu baissé. Énergie, ça a un peu baissé parce qu'on a notamment réduit la part du charbon et même du fioul, du charbon dans l'électricité, du fioul lourd dans le chauffage. Mais là où ça a vraiment baissé, c'est dans l'industrie. 40% de baisse depuis 1990. Alors, ça n'est pas que des délocalisations d'usines, c'est aussi des gains d'efficacité énergétique, c'est aussi la hausse de la productivité, mais c'est aussi des usines qui s'en vont dans des pays avec des mix électriques plus carbonés que nous. Donc, même si sur cette photo, on voit des émissions de CO2 qui baissent, en fait, quand on regarde la planète, c'est plutôt des émissions de CO2 qui augmentent. Et donc, finalement, cette transition écologique, en fait, elle se fait, comme le disait Anne en introduction, au détriment des trois piliers du développement durable, l'économie, hein, puisque les usines s'en vont. Donc, on a tous les emplois qui partent avec. Vous avez un déficit qui apparaît sur notre balance commerciale. Le social, les emplois des usines, sachant que un emploi industriel est souvent associé à 3 ou 4 emplois indirects. Donc, il faut multiplier par 3 ou 4 les pertes d'emplois.
et puis au détriment aussi de l'environnement, puisque quand on délocalise des usines, on délocalise la pollution qui va avec et les émissions. Et comme on est un pays, avec une électricité qui ne pollue pas et qui n'émet pas de CO2, et deux, avec des normes environnementales qui sont plus sévères que dans tous les pays du monde, eh bien, logiquement, on va augmenter la pollution. Donc là, on se rend compte qu'en fait, si on veut faire un véritable projet de réindustrialisation, qu'on pourrait d'ailleurs appeler un peu différemment, hein, qu'on pourrait appeler un projet de circuit court, en fait, où il s'agit de rapprocher à nouveau le producteur du consommateur, on se rend bien compte que ça va avoir un triple bénéfice ou un triple dividende sur l'économie. Je ne vous fais pas de dessin, sur la balance commerciale non plus, sur le social, j'en ai parlé, et puis sur l'environnement. Parce qu'en fait, ce qui s'est quand même passé depuis 95, c'est que oui, alors on a baissé nos émissions de CO2 locales, ça c'est celles qui sont en gris clair et gris foncé, mais forcément, concomitamment, vous avez les émissions de CO2 importées qui sont en vert clair et en vert foncé qui ont augmenté. Et elles ont augmenté de 70% ces émissions, donc c'est notre empreinte carbone, et elles représentent plus de la moitié de notre empreinte carbone. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle des émissions de CO2, on parle de moins de la moitié du problème, puisqu'on ne parle pas de ces émissions importées. On n'en parle pas. Et donc la solution, c'est a priori de faire augmenter nos émissions de CO2. Un homme politique, un écolo qui s'engage en 2022, son projet logique pour la transition énergétique, c'est l'augmentation des émissions de CO2 de la France. Et donc, concomitamment, la baisse des émissions de CO2 au niveau mondial en réindustrialisant le pays, en faisant revenir des usines chez nous et surtout en mettant en place des politiques environnementales qui prennent en compte ces enjeux, qui prennent en compte l'enjeu social, qui prennent en compte l'enjeu économique et, et pas comme ce qu'on fait depuis 15 ans. On adore en France subventionner nos importations. On adore subventionner nos importations. On adore subventionner l'industrie chinoise de fabrication de panneaux solaires. On adore subventionner l'industrie polonaise de fabrication de batteries, l'industrie chinoise de fabrication de batteries. Et on avait commencé en 2008 avec la mise en place d'un bonus-malus sur les voitures. Alors, c'était à l'époque sur les émissions de CO2. Et donc, comme les petites voitures françaises émettaient moins de CO2, c'était entre guillemets un avantage déguisé. Sauf que ces petites voitures françaises, elles n'étaient plus produites en France. Donc, et donc 2008, c'est l'année où on a notre balance commerciale qui passe dans le négatif. Alors ça, c'est vrai pour l'industrie. Moi, mon sujet, mon domaine d'expertise, c'est l'industrie automobile. Donc, je vais regarder un petit peu plus en détail ce qui s'est passé dans cette industrie automobile et notamment que pour l'instant, cette transition énergétique, hein, l'industrie automobile, elle se fait au détriment de l'emploi. Les petites voitures qui émettaient peu de CO2, elles ont été délocalisées. 80% des voitures électriques aujourd'hui, elles sont importées. Donc sur la balance commerciale, ce n'est pas bon non plus. Et puis sur la souveraineté, on dépendait à 30% ou 40% des pays fournisseurs de pétrole, donc l'OPEP ou l'OPEP avec la Russie. Et là, eh bien, on va dépendre à 80% de la Chine, qui maîtrise, qui contrôle la chaîne d'approvisionnement des batteries. Alors, juste quelque chose dont les gens sont peu au courant, c'est où est-ce que votre voiture a été fabriquée. Parce que les gens, souvent, quand ils achètent une voiture française ou de marque française, ils s'imaginent qu'elle a été fabriquée en France. Bon, ça, c'était le cas peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc là, vous avez quand même sous les yeux, pour vous donner un petit peu une image de l'étendue des dégâts, dans les 6 voitures les plus vendues en France, les 6 premières, il n'y en a pas une qui est fabriquée en France. Dans les 20 premières, il y en a 6, et principalement des Peugeot, il n'y a plus de Renault. Il n'y a plus de Renault. Et il y a la Renault Zoé, à part la Renault Zoé. Et vous avez dans le segment B, qui sont des segments des petites voitures, la seule segment B, ce n'est pas une voiture de marque française, c'est la Toyota Yaris. Et donc, quand vous achetez une Clio, une 208, une 2008, une C3, une Capture, tout ça, c'est plus fabriqué en France. Et souvent depuis longtemps. Hein. La Clio, c'est en Turquie, en Slovénie. La 208, c'est en Slovaquie. Et en fait, l'ouverture de l'Europe, de l'Union européenne aux nouveaux États membres en 2004
eh bien, a fait beaucoup de mal, puisque les constructeurs, notamment français, qui sont Renault, Peugeot et Citroën, au lieu de moderniser leurs usines françaises, ont préféré aller s'installer, s'implanter, notamment en Europe de l'Est, et puis aussi en Turquie et au Maghreb. Et donc, quand on regarde la balance commerciale, ça fait un petit peu peur. Le secteur automobile, qui est quand même responsable de la moitié de la dégradation du déficit hors énergie de la balance commerciale. Vous connaissez la célèbre phrase, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bon, on pourra la compléter, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de batterie non plus. Donc, si demain, ces voitures électriques, au lieu d'acheter des voitures et d'acheter du pétrole, on achète des voitures et des batteries, en fait, l'impact sur la balance commerciale, il est inexistant. Il n'y a pas d'impact. Donc, il est important que ces voitures, on puisse les produire chez nous et que leurs batteries, on puisse aussi les produire chez nous. Je vous parlais un petit peu de la dépendance que nous avons par rapport à la Chine aujourd'hui. 30% quartier développable, 80% de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, qui a une géopolitique internationale très soft, mais qui a la main mise sur les ressources mondiales, que ce soit des produits agroalimentaires, des céréales, mais aussi les métaux. En Chine, ils possèdent la moitié des mines de cuivre, d'où sont extraites le cobalt. Et puis, ils contrôlent quasiment exclusivement le maillon d'après, qui est le raffinage du cobalt, qui est fait en Chine, à 80%. Donc 80%, ça c'est le cobalt qui vont dans les batteries des voitures électriques. Donc aujourd'hui, on est quand même pieds et poings liés avec un pays qui a une revanche à prendre sur l'Occident, puisqu'il a assez mal vécu la guerre de l'opium il y a 200 années, qui a mis fin à sa suprématie depuis quelques siècles. Alors, quand on regarde le constat sur les batteries, on se rend compte que le train est peut-être déjà passé, malheureusement. Alors, on a eu une annonce il y a 2 jours sur l'implantation d'une nouvelle usine dans le nord de la France avec le singapourien Envision. Alors, on dit beaucoup chinois, mais en fait, c'est une entreprise qui vient de Singapour. Donc, le singapourien, mais chinois, ça fait mieux. Donc, Envision qui s'installe avec Renault. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on voit tous les projets s'installer de batteries en Allemagne, beaucoup en Pologne, en Europe de l'Est, et aussi sur la fabrication des composants de la batterie, donc les matériaux actifs, notamment qui vont dans la cathode. Ça va aussi en Pologne, en Europe de l'Est. Alors que théoriquement, sur le papier, on aurait pu se dire, la France a quand même une électricité décarbonée, c'est des voitures électriques. Si on pouvait plutôt la fabriquer avec une électricité décarbonée, ce ne serait pas complètement déconnant. Je vous rappelle juste un chiffre pour finir sur ces slides. C'est que l'an dernier, on a vendu, en gros, il s'est vendu en France 50 000 Renault Zoé et Peugeot i208. La Renault Zoé est assemblée à Flins en France, mais sa batterie fabriquée en Pologne et probablement en Chine pour les matériaux. Et donc, on donne 6 000 euros aux acheteurs de Zoé pour payer ce surcoût de la batterie. Donc, avec ces 6 000 euros, on va subventionner l'industrie de batterie en Pologne et en Chine. Pour la Peugeot i208, la voiture, elle est assemblée à Trnava, en Slovaquie, et la batterie en Chine. Quand vous faites 50 000 fois 6 000, ça fait 300 millions d'euros. 300 millions d'euros en 2020 qui sont allés subventionner la production de batteries en Pologne et en Chine, sachant que la France, on subventionne notre production de batteries avec le projet d'Airbus des batteries à hauteur entre 150 et 200 millions d'euros par an. Donc, on subventionne plus la production ailleurs, en Chine et en Pologne. Je ne vous fais pas de dessin sur d'où vient l'électricité en Chine et en Pologne, vous êtes au courant, parce que ça vient principalement du charbon. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut mettre fin à cette hérésie? Alors, je vais déjà mettre fin à la présentation, ce qui est déjà pas mal. Et donc, nous, on essaie de réfléchir à quelques idées pour encourager la production, la relocalisation française. Et je vais vous le dire comme je pense, on n'a pas forcément la science infuse. Donc, je vais vous soumettre des propositions et je compterai sur vous, sur vos réactions et vos suggestions. Donc, il y a plusieurs idées. Il y a quelque chose dont on va parler dans pas très longtemps. C'est le grand projet de la Commission européenne qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF. Donc, il y a un certain nombre d'acronymes.
Donc là, ça consiste à aller se dire, bon, on va aller se protéger des pays qui n'appliquent pas de fiscalité carbone, comme c'est le cas en Europe avec les systèmes de quotas ETS qui s'appliquent à certaines industries, pour leur appliquer une sorte de protectionnisme, une taxe carbone aux frontières. Bon, alors ça, c'est pourquoi pas sur le papier, mais ça ne va pas s'appliquer à l'industrie automobile. Premièrement, puisque les secteurs concernés, c'est plutôt l'acier, les engrais, l'aluminium, les importations d'électricité, et il y en a un dernier que je n'ai pas. Donc ça ne va pas s'appliquer à l'industrie automobile, et au contraire, ça va s'appliquer à ce qui est en amont, donc la production d'acier. Et c'est quoi l'impact de ce genre de choses? Ben, c'est que vous ayez justement des flux de carbone sur ces secteurs-là, et donc que ça aggrave en fait l'empreinte carbone des voitures importées. Donc ça, a priori, c'est intéressant, mais pour l'industrie automobile, ce ne sera pas concerné, en tout cas pas avant 2030. Donc celle-là, on peut la mettre de côté. Ensuite, vous avez tout un travail intéressant au niveau de la Commission européenne qui a été fait sur les batteries, sur l'empreinte carbone des batteries. Parce qu'effectivement, sur la voiture électrique, elle ne pollue pas cette voiture, elle n'émet pas de CO2 lors de son utilisation, il n'y a pas de pot d'échappement. Même si quand on la recharge, il faut quand même regarder d'où vient l'électricité. En France, c'est décarboné, mais ce n'est pas le cas dans les autres pays. Quand on a 40% de l'électricité mondiale qui est fabriquée à partir ou générée à partir de charbon. Mais lors de sa fabrication, en fait, fabriquer la batterie d'une voiture électrique, ça consomme autant d'énergie, donc ça émet autant de CO2 que fabriquer la voiture elle-même. Donc on multiplie par deux le carbone, ce qu'on appelle le carbone gris, de la fabrication de la voiture. Donc la Commission européenne est sur le sujet. Et elle adore les trucs, quelque chose de la Commission européenne, c'est les petits labels, vous savez, les petites étiquettes avec des barres vert foncé, vert clair, jaune, orange, rouge, comme vous avez sur votre diagnostic de performance environnementale. Et donc l'idée, ça va être de mettre une petite étiquette sur la fabrication de la batterie en fonction de l'empreinte carbone de sa fabrication. Et puis dans un deuxième temps, ce sera de mettre une valeur maximale pour dire, ben voilà, si la fabrication de la batterie de la voiture verte peut être plutôt de couleur verte et pas de couleur noire, ce sera quand même mieux. Sauf que ça, c'est prévu pour 2026 pour la petite étiquette et 2027 pour le maximum. Donc ça, c'est dans longtemps. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper? Est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper cette mesure au niveau de la France et la rendre sévère, très sévère, afin de pouvoir donner un avantage compétitif aux pays comme la Suède, comme la France, comme la Norvège, qui utilisent une électricité majoritairement décarbonée en relocalisant le maximum de la chaîne de valeur de la production de batteries. Donc, on parle beaucoup de l'assemblage des cellules, mais il y a aussi la fabrication, notamment des matériaux actifs qui consomment beaucoup d'énergie et de CO2. Donc, ça, la fabrication de la cathode, qu'on pourrait aussi relocaliser chez nous. Et s'assurer aussi dans la fabrication des batteries, aujourd'hui, vous avez une étape très importante très importante de séchage. Et c'est plutôt de la vapeur qui est utilisée, donc vapeur qui est générée à partir de gaz naturel. Et donc, il faudra aussi pouvoir sortir le gaz naturel de la fabrication des batteries avec un objectif sévère. Donc ça peut être une idée qui pourrait être mise en place. Une autre idée qu'on avait aussi, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure, du fait que vous ne sachiez pas a priori où était fabriquée votre voiture. Peut-être que certains de vous se renseignent avant de l'acheter, mais malheureusement, c'est compliqué. Il faut aller sur Internet, il faut demander à Google. Alors, parfois, Google est sympa, il vous donne la réponse assez vite, mais parfois, il est moins sympa. Ce n'est pas marqué sur l'étiquette. Le vendeur ne vous le dit pas quand vous l'achetez. Parce que ça, c'est interdit. Alors, ce n'est pas interdit, ce n'est pas obligatoire, on va dire. Donc, quand vous achetez une Peugeot 208 et qu'elle est effectivement Origine France Garantie, là, il y a un gros sticker Origine France Garantie qui va vous le montrer. Mais quand c'est sur une autre voiture comme la Peugeot i208 qui est fabriquée en Slovaquie, ben ça, on ne va pas vous le dire qu'elle est fabriquée en Slovaquie. Donc, ce qu'on pourrait aussi faire, c'est demander tout simplement qu'on indique sur les produits, sur les étiquettes, le lieu de fabrication. Ou plutôt, on va dire, le lieu d'assemblage. Parce que, comme vous le savez, la voiture, il y a des composants qui sont faits dans la voiture qui ne sont pas forcément produits au même endroit. Mais déjà, le lieu d'assemblage, par exemple, on pourrait donner le lieu d'assemblage de la voiture, le lieu d'assemblage de la batterie. C'est quelque chose qui est fait aujourd'hui aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous achetez une voiture, vous savez où est fabriquée
la voiture, assembler la voiture et où est assemblé le moteur. Ça, c'est obligatoire. Aux États-Unis, ce n'est pas non plus le pays le plus... voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. Donc, ce qu'on appelle le marquage d'origine obligatoire, ça, c'est quelque chose qui a été en fait interdit par le traité de Rome de 1957, qui a été mis en place en France. On a attendu un petit peu de temps, on a attendu 1986 pour le mettre en place. Et donc aujourd'hui, il y a quand même deux produits où ça existe en Europe, ça s'appelle sur les produits agroalimentaires, notamment les fruits et les légumes. Quand vous allez dans votre supermarché, vous savez où est fabriquée votre banane et vos avocats, d'où ils viennent. Donc on a réussi à le mettre en place là-dessus. Si un jour on veut essayer de valoriser le Made in France, qui coûte quand même plus cher, hein, on a des coûts plus élevés que nos concurrents, 3 fois plus élevés que le Portugal, 4 ou 5 fois que l'Europe de l'Est. Il est quand même important de pouvoir valoriser cette fabrication française. Donc, il faut que le consommateur ait quand même accès à l'information. Aujourd'hui, il n'y a pas accès, malheureusement. Alors, il y a accès quand c'est fabriqué en France, mais quand c'est fabriqué en Chine, ce n'est pas marqué. On évite de le dire. Un autre exemple, c'est un autre exemple de la confection. On sort des voitures, mais par exemple, vous connaissez la marque DIM. La marque DIM, marque préférée des Français pour les sous-vêtements et la lingerie. Bon, il faut savoir qu'en lingerie, ou même les sous-vêtements DIM, les boxeurs, il n'y en a plus un seul qui est fabriqué en France. Tout est fabriqué en Roumanie. Si DIM devait écrire sur ses packaging que tout est fabriqué en Roumanie, les gens achèteraient peut-être un peu différemment. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent, oh, j'achète du DIM, c'est une marque avec un nom français, c'est du Made in France, c'est super. En fait, non, ce n'est pas complètement super. Alors, une autre idée qu'on a, ça c'est quelque chose qu'on avait publié avec France Stratégie. Dans le rapport qu'on a publié, on a vu qu'en fait, la dernière fois où la France avait mis une politique industrielle sur le secteur automobile, c'était dans les années 90. Début des années 90, vous avez l'arrivée des constructeurs japonais, notamment Toyota, qui fait beaucoup de mal dans un marché avec une crise économique au début des années 90. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on va mettre en place des incitations sur notre avantage compétitif, qui à l'époque est le diesel, et notamment le petit moteur diesel. Et donc, on développe au début des années 90 la petite voiture diesel, 205 diesel, c'est un bon exemple. Et là, ça nous permet de sortir un peu du creux de la vague, de recharger nos usines et d'occuper aussi de notre réseau, hein, parce qu'au-delà des usines fabricant de voitures, il y a aussi tout le réseau de la distribution et de l'entretien qui emploie aussi beaucoup de personnes. Et donc là, on pourrait dire, la France, on a quand même toujours été champion du monde de ces petites voitures légères, sobres en carburant. Eh bien, on pourrait refaire la même chose, mais pas avec du diesel, cette fois-ci plutôt avec des voitures électriques. Et donc, nous, on avait proposé, il y a quelques années, notamment d'encourager les voitures légères avec un bonus-malus sur les voitures. Donc, bonus quand on est léger, malus quand on est un peu plus lourd. Pourquoi? Parce que, par exemple, aujourd'hui, la voiture électrique parfaite, ça s'appelle la Dacia Spring. Pourquoi est-ce qu'elle est parfaite? Elle est légère, elle est dimensionnée par rapport à son usage, qui est le trajet du quotidien. La voiture électrique, elle n'est pas faite pour vous emmener en vacances et faire 500 km. Elle pèse 800 kg, qui est très léger. Elle a une petite batterie, ce qui est très bien. Son problème, c'est qu'elle est fabriquée en Chine. Ça, ce n'est pas très bien. Elle est fabriquée en Chine comme la Smart, vous savez, qu'on avait chez nous, et dont l'usine a été fermée pour réouvrir en Chine. Et donc, ces Smart électriques qui seront de Chine. Donc, la question, c'est, on pourrait mettre en place un bonus sur des voitures électriques légères dont la fabrication de batteries respecte une norme contraignante sur l'intensité en carbone. Parce que, en fait, tout l'enjeu, si vous voulez mettre des usines de batteries en France, c'est qu'il faut qu'il y ait des usines de voitures. S'il n'y a pas d'usine de voitures, on ne va pas aller s'implanter en France pour le plaisir. Donc, les fabricants de batteries se mettent aussi à proximité des fabricants de voitures pour limiter les coûts logistiques. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'implantent en Allemagne, hein, puisque l'Allemagne produit 2,5 fois plus de voitures que la France. Donc, on a 2,5 fois plus d'usines. Ça semble à peu près logique. Mais donc, il va falloir aujourd'hui faire ce qu'on avait fait à la fin des années 90. On avait réussi. Alors, non seulement il va falloir attirer d'autres constructeurs, ça avait été le cas avec Toyota qui était venu à Valenciennes, une belle histoire, et aussi avec Daimler qui était venu avec sa Smart au début des années 2000 en France.
Mais il va aussi falloir attirer nos propres constructeurs. Parce que Renault, eux, ont prévu leur pôle électrique dans le nord de la France, avec, la future R5. On parle aussi d'une future R4. Euh, Peut-être qu'un jour, la Twingo, qui est fabriquée en Slovénie, la Twingo électrique sera relocalisée. Peut-être un jour, la Dacia Spring sera peut-être remise là. Mais du côté de Peugeot, on n'a pas beaucoup de projets sur ces petites voitures. Alors, ils ont gardé des grosses voitures électriques, leurs gros 3008, 5008, etc. Mais la 2008, c'est en Slovaquie, pardon, en Espagne, la 208, c'est en Slovaquie. Et donc on a besoin aussi, je voyais la question sur le patriotisme d'entreprise, on en parlera un petit peu probablement, mais on a un vrai problème avec nos constructeurs, dont l'État est souvent actionnaire d'ailleurs, hein, que ce soit l'un ou l'autre désormais, de patriotisme économique qu'on retrouve chez les constructeurs allemands. Il n'y a pas que du patriotisme, hein, qui est aussi une façon de travailler avec les syndicats, une façon de gouvernance qui est différente. Mais ce patriotisme, on ne l'a pas eu beaucoup chez Renault dans la première décennie 2000, sous l'époque Carlos Ghosn, avec beaucoup de projets qui sont partis de France. Et puis depuis Carlos Tavares, on a aussi beaucoup de projets qui partent de France, qui vont dans d'autres usines. Oui, alors justement, Nicolas, j'ai une question qui correspond exactement à ce que tu es en train de dire, de Olivier Artigue, hein, qui dit d'autres pays d'Europe, comme la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, ont relocalisé chez eux un grand nombre d'emplois depuis 10 ans, pas la France, hein. Et qu'est-ce que cela dit sur la vision du patronat français sur l'économie française? S'agit-il d'une absence de patriotisme d'entreprise? Alors, Alors, les autres pays d'Europe qui ont relocalisé, nous, ce qu'on a vu, c'est on était aussi mauvais que les Anglais, on n'est pas tout seul. Mais donc, l'Angleterre et la France, c'est les deux pays qui ont le plus délocalisé leurs emplois. La relocalisation en Italie, en Espagne, je n'ai pas les chiffres, j'en suis pas certain. L'Espagne a beaucoup bénéficié de la délocalisation de la France, hein. Il y a beaucoup de projets de Renault et de Peugeot qui sont allés s'installer en Espagne quand elle a rejoint l'Europe à la fin des années 90. Donc l'Espagne a beaucoup bénéficié et elle garde ces projets chez elle, hein. La première vague de délocalisation, c'est vers l'Espagne et puis après, c'est l'Europe de l'Est. L'Italie, effectivement, est un pays, par exemple, qui a une balance commerciale qui est positive, où ils ont beaucoup plus réussi à préserver, pour moi, préserver leur industrie. Euh, et là, effectivement, je pense qu'il y a probablement des raisons de patriotisme économique à aller chercher, en tout cas au niveau de l'Italie, qui est beaucoup moins délocalisé que nous. Ça peut aussi être lié, si vous voulez, et c'est ça qu'on retrouve beaucoup en Allemagne et qu'on n'a pas beaucoup en France, au tissu industriel, à la façon dont les acteurs travaillent avec les acteurs un peu plus petits et les acteurs beaucoup plus petits. Souvent en Allemagne, ces gens-là travaillent quand même main dans la main, alors qu'en France, on a l'impression qu'il y a quand même il y a un vide, il y a une cassure, si vous voulez, entre les grandes entreprises du CAC 40, les deux constructeurs automobiles, les trois, quatre équipementiers, et puis après le reste de la chaîne de valeur. Alors même si on a des projets de pôle de compétitivité où les gens travaillent un petit peu ensemble, on a beaucoup moins, je pense que c'est beaucoup moins intégré. Et puis on n'a pas ce patriotisme. Dans les pays, en Allemagne, en Italie, les groupes, quand ils s'exportent, ils essaient d'emmener avec eux leurs fabricants, leurs fournisseurs locaux. Je pense que c'est moins le cas en France. Voilà. Mais je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que ça, puisque je n'ai pas regardé en détail. Mais la question du patriotisme est clairement posée. On voit bien d'ailleurs ce qui s'est passé dans la décennie 2000, où c'est principalement Renault qui a délocalisé ses usines, alors que Peugeot, justement, a très peu fermé et a maintenu au maximum sa production en France, jusqu'à ce qu'en 2012, il soit au bord de la faillite. Et comme Nicolas Sarkozy a changé les règles du jeu et a tué l'avantage compétitif de la France en 2008, puisque notre avantage compétitif, c'était les petites voitures, et Nicolas Sarkozy a permis aux Allemands à céder aux sirènes des Allemands d'indexer les objectifs d'émissions de CO2 en fonction du poids des voitures, ce qui de fait avantage les grosses voitures et pénalise les petites voitures. Ça a mis fin et ça a tué la petite voiture. Et donc PSA, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils étaient au bord de la faillite en 2012. Bah, ils se sont mis à faire comme tout le monde, des grosses voitures, des gros 4x4, des gros SUV, 3008, 5008, qui leur a permis de se sauver.
Et là, les petites voitures, les 107, les C1, comme la Twingo chez Renault, eh bien ça, on arrête ces voitures-là parce que les règles européennes les pénalisent et donc on ne peut plus gagner d'argent avec ces voitures. Oui, donc question assez évidente. Merci Michel de l'avoir posée, Michel Karma. L'important dans tout cela n'est-il pas de raisonner justement au niveau européen et pas seulement français, parce que là, on va dans le mur. Bien évidemment, bien évidemment que le terrain de jeu, quand on parle de l'industrie automobile, ce n'est pas la France. Le terrain de jeu, c'est l'Union européenne. Donc, ce qu'il faut faire sur ces choses-là, c'est qu'il faut aller. En gros, c'est une discussion qu'on doit avoir avec nos confrères en Allemagne, discussion qu'on n'a pas eue depuis très longtemps. Et le fait qu'aujourd'hui, les règles sont plutôt alignées sur les intérêts allemands que sur les nôtres. Et pour une raison assez simple, c'est que les Allemands sont beaucoup plus présents que nous à Bruxelles, sont beaucoup plus force de proposition, et que en fait, le métier de lobbyiste, d'influenceur, est plutôt un métier anglo-saxon qu'un métier latin. Donc on est peu représenté. Et aujourd'hui, on se raccroche souvent à cette histoire, ce doux rêve de couple franco-allemand, mais le couple franco-allemand, il n'existe que du côté français, hein, il n'existe pas du côté allemand. Donc, oui, bien sûr, le terrain de jeu, c'est à minima l'Europe, mais donc il faut aller faire bouger ces règles. Le marquage d'origine obligatoire, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher au niveau européen. Mais qu'est-ce qu'on va avoir au niveau européen? On va avoir vous pouvez mettre du Made in EU, Made in Union européenne. Alors sur certains produits comme le textile, ça peut être pertinent puisque la majorité des importations, ça se fait du Maghreb, ça va peut-être se faire un peu de Turquie ou encore d'Asie. Et sur l'automobile, ça n'aura pas d'impact puisque la majorité des voitures aujourd'hui sont fabriquées en Europe. Donc, de savoir pour que votre 208 est made in EU, ça ne va pas changer la face du monde. Sur les règles, bah oui, le règlement européen, bien évidemment, c'est 2026-2027. Est-ce qu'on va pouvoir l'anticiper avant? C'est pas sûr. La France aura la présidence de Commission du Conseil européenne. européen le premier semestre 2022. Donc, c'est un peu l'histoire de la taxe carbone aux frontières, c'est un peu le projet de la France, hein, qu'on porte depuis toujours. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'il va en rester grand-chose à la fin. Donc, oui, le terrain de jeu, à minima, c'est l'Europe. Nous, qu'on avait proposé un bonus-malus, c'était au niveau européen que ça s'applique, hein. Mais quand on n'arrive pas à mettre ça en place au niveau européen pour différentes raisons, eh bien, on peut redescendre d'un cran au niveau de la France. Euh, c'est moins efficace, mais entre guillemets, c'est toujours ça le prix. Donc, en gros, le tableau est très noir. Et comment on peut s'en sortir? Parce que là, il y a des pistes qui sont évoquées, relocaliser au maximum, fabrication de batteries, Mhm. etc. Le marquage, Alors, il y a le une bonus piste dont je n'ai pas malus. parlé et qui aura peut-être ma préférence d'ailleurs, qui n'est pas de moi, qui est une idée de Yves Gégaud, qui s'occupe de l'origine France Garantie, qui serait, alors je suis désolé, je vais dire un gros mot, mais une taxe, euh, alors une nouvelle taxe. Et en gros, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a un souci, c'est que ça c'est un peu lié à ce qu'on appelle la mondialisation, c'est on était sur des circuits courts, on est allé sur des circuits beaucoup plus longs, avec trois impacts majeurs, hein, pour nous sur la balance commerciale, sur l'emploi, sur l'environnement. Donc, il faudrait, d'une manière ou d'une autre, encourager ces circuits courts. Bah, logiquement, quand on veut encourager des circuits courts par rapport à des circuits longs, quel est l'indicateur qui nous intéresse? La distance. Et donc, on pourrait imaginer une taxe kilométrique sur la distance parcourue par les objets. Alors ça, il ne nous reste pas beaucoup de choses sur lesquelles on est souverain dans notre pays, en France, mais les taxes, on est encore souverain. D'ailleurs, vous savez qu'on a une imagination débordante sur ces sujets-là. Et donc, dans le meilleur des mondes, on pourrait imaginer quelque chose qui ressemble d'un côté on pourrait appeler ça, et l'idée n'est pas de moi, une éco-détaxe. Éco-détaxe, tous les produits qui sont fabriqués en gros à moins de 1000 km, ce qu'à peu près la France, hein, vous pourriez avoir une éco-détaxe, donc une baisse de la fiscalité. Et puis après,
en fonction de la distance entre le port de départ et le port d'arrivée, puisque la majorité des trajets, c'est en bateau. Entre 1000 et 3000 km, il pourrait y avoir, je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas à 20%, mais à 22%. Et puis, plus on s'écarte, plus on monte à 25%, je ne sais pas, quand on est en Chine, par exemple. Et donc, un truc un peu dégressif. Et on pourrait mettre ça en place. Ça, c'est quelque chose qui est compatible avec la réglementation. On n'a pas trop le droit de toucher à la TVA, mais on peut créer des taxes et les ajouter. Dans le meilleur des mondes, on prendrait la TVA, on baisserait son socle de 20, on passerait à 18, 17, et après on réintégrerait cette nouvelle fiscalité pour que ce soit à peu près neutre ou, dans le meilleur des mondes, un peu gagnant pour les produits fabriqués pas trop loin, et puis après un petit peu pénalisant pour les autres. Ça, on a le droit de le faire. C'est compatible avec les réglementations, a priori. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les politiques sont mal informés? Qu'est-ce qui bloque? Bah, ce qui bloque surtout, moi je pense que ça se joue au niveau, ça se joue au niveau européen, c'est-à-dire que aujourd'hui en France, on n'a pas les politiques pour aller, pour aller discuter de ça au niveau européen avec les Allemands et pour avoir un rapport de force pour rééquilibrer ce fameux couple franco-allemand qui est les deux locomotives de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté d'aller. La volonté, elle n'est pas vraiment dans ce sens-là. Je pense qu'elle est plutôt dans plus d'intégration. Elle est pas dans le rééquilibrage des forces. Donc, le vrai levier, il se passe là, en fait. On a des règles qui nous pénalisent. Euh, si vous voulez, il y a deux pays qui ont le plus désindustrialisé. Il y a la France et le Royaume-Uni. Il y en a un qui est sorti de l'Union européenne. Il reste la France. Je ne suis pas sûr que la solution de la sortie soit celle qu'il faille préconiser, mais ce qui est sûr, c'est que le statu quo, avec les règles actuelles qui ont entraîné ces délocalisations, logiquement, ne vont pas permettre de réindustrialiser. Il n'y a pas de raison. Les mêmes causes donnant généralement les mêmes effets, il faut redéfinir, faire évoluer les règles au niveau européen, réintroduire le marquage d'origine obligatoire, interdit par le traité de Rome, puisque c'est une mesure discriminatoire entre les pays. Donc, un certain nombre de choses pour aussi encourager les circuits courts. Mais là, on va encore une fois se heurter à l'Union européenne, parce qu'on risque de mettre. Voilà, si j'encourage des choses qui sont fabriquées à moins de 1000 km, est-ce qu'on va me dire que c'est discriminatoire une fois de plus? Peut-être, je ne sais pas. Il n'y a pas un levier, demande Stéphane Carpentier, en matière de commande publique? Alors, le levier, oui, le levier de la commande publique, il est intéressant. Mais en fait, il y a un bon exemple pour la commande publique. Il existe beaucoup de critères pour la commande publique. Ils doivent acheter local, etc., etc. On a essayé un peu de copier je crois qu'aux États-Unis, c'est le American Buy Act, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Sauf que quand on regarde, par exemple, ce qui se passait sur les masques, il n'y a pas très longtemps, on achetait en Chine, on n'achetait pas en France. Quand vous regardez les voitures de policiers dans la rue, il y a de moins en moins de voitures françaises. Donc, vous savez, la commande locale, oui, théoriquement, c'est un très bon levier et c'est très efficace. Malheureusement, aujourd'hui, comme c'est un peu plus cher et que les finances de nos États, de nos collectivités sont un peu exsangues, même si on a eu beaucoup d'argent magique, euh, c'est pas très respecté. Donc oui, c'est un levier. Maintenant, malheureusement, on ne voit pas bien être mis en place. On va changer un peu de sujet tout en restant dans cette histoire de transition écologique, de réindustrialisation. Bernard Bougel qui demande, qui dit, l'accent est mis sur la voiture électrique beaucoup, la batterie, etc. Alors même que, comme vous le dites, 80% des batteries viennent de Chine. De plus, le train des usines de batterie est déjà passé, si on vous croit. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur la technologie d'après l'hydrogène, pour lequel on a des champions mondiaux, en France, évidemment? Alors, deux réponses. Premièrement, je ne crois pas que ce soit la technologie d'après. Et deuxièmement, on met déjà l'accent dessus puisqu'on leur donne 7 milliards à 2030, je ne suis pas sûr vraiment de savoir à quoi ça va servir. Mais donc voilà, donc rassurez-vous, on met l'argent.
Par contre, inquiétez-vous, à mon avis, ce n'est pas la technologie d'après. Pourquoi? L'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. C'est une façon de stocker l'énergie, de stocker l'électricité. L'électricité qui est un vecteur énergétique, une façon de stocker l'énergie. Donc l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. Et a priori, vous ne conduirez jamais une voiture à hydrogène, sauf si vous devenez chauffeur de taxi à Paris. Et dans ce cas-là, vous aurez peut-être un taxi hype. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'hydrogène, c'est un petit peu comme l'électricité. C'est majoritairement à 95% d'origine fossile. Pétrole, gaz, charbon. Donc, pour que ce soit pertinent en termes environnementaux, il faudrait avoir, entre guillemets, de l'hydrogène vert ou décarboné. C'est possible avec de l'électrolyse de l'eau, faite à partir d'électricité décarbonée, nucléaire, c'est possible. Mais ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui pour l'instant et ça coûte cher. Deuxièmement, contrairement à la voiture électrique, où le réseau de recharge existe à 80%. Pourquoi? Parce que 80% des trajets d'une voiture électrique, une voiture, c'est du domicile-travail, c'est les trajets du quotidien, et que la plupart d'entre vous ont une prise de courant chez eux. Donc, l'infrastructure existe à 80%. L'infrastructure d'hydrogène, elle n'existe pas, puisque je ne crois pas que vous ayez beaucoup de prises d'hydrogène chez vous. Donc, un réseau, quand on regarde un petit peu ce que ça coûte, une station pour charger de l'hydrogène, c'est 1 million d'euros. Okay. Pour l'essence, c'est 10 000 euros. Pour l'électrique un peu rapide, c'est 100 000 euros. Là, c'est 1 million. Donc, ça veut dire, grosso modo, le réseau français pour l'automobile hydrogène, c'est 10 milliards d'euros. Donc, 10 milliards, ça ne pourra paraître pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on a dépensé avec le Covid et l'argent magique. Mais en fait, c'est de l'argent public. Quand on mettait 10 milliards d'argent privé, c'est un peu moins magique. Donc, c'est un peu plus difficile à trouver. Et la troisième raison, c'est que le rendement énergétique de cette filière est 2 fois moins bon que le rendement de la filière électrique à batterie ou tout simplement le rendement de la voiture à essence. Donc, dans un monde où on pourrait être contraint en disponibilité d'énergie, je ne crois pas que l'hydrogène fasse partie des solutions pour la voiture. Ce qui n'empêche pas que pour d'autres véhicules, pour des flottes de voitures, pour des flottes de camionnettes, peut-être que pour des bus, dans des trains, c'est utilisé aujourd'hui pour remplacer le diesel, ça puisse être pertinent. Si vous pouvez régler ce problème d'origine de l'hydrogène, si vous pouvez régler le problème de l'infrastructure de recharge que vous pouvez peut-être mettre en commun, ou limiter l'implantation. Un train, ça n'a pas besoin d'une station d'essence tous les 50 mètres, 50 km. Donc, vous aurez des applications à l'hydrogène. Et l'hydrogène, aujourd'hui, ce qu'on nous fait miroiter, et c'est pour ça qu'on va dépenser 7 milliards d'euros, c'est l'avion à hydrogène, l'avion vert. Donc, ça, c'est ce qui nous laisse miroiter qu'on va pouvoir continuer à se déplacer en avion comme on le faisait avant le Covid. Bon, ça, c'est un doux rêve, puisqu'en fait, quand vous regardez, c'est un petit calcul sympa que je n'ai pas fait moi-même, mais quand vous regardez la quantité d'électricité qui serait nécessaire pour faire voler tous les avions qui décollent et atterrissent de Paris-Charles de Gaulle, je ne parle pas de tous les aéroports de France et de Navarre, je parle de Roissy-Charles de Gaulle, on a besoin de 16 réacteurs nucléaires. Voilà, 16 réacteurs juste pour Charles de Gaulle. Donc, les avions hydrogène, on va encore avoir beaucoup de communication là-dessus. Il y aura beaucoup d'argent qui va être dépensé. Par contre, ce n'est pas pour tout de suite. Et même pour demain. Alors, deuxième question. Anne, vas-y, parce que j'oublie les questions, moi. Non, mais question assez pragmatique. Sur quelles industries investir donc dorénavant pour réindustrialiser la France? Alors, visiblement, ça bloque un peu partout dans tout ce qui a été exposé. Non, en fait, je ne crois pas que... Je vois la question de Michel, est-ce que je n'ai pas quelque chose à dire de positif? Alors, le positif, Michel, je le garde à la fin, généralement. Vous savez, c'est toujours ce qu'on appelle... Moi aussi, je gardais la question pour la fin. Oui, non, mais c'est ce qu'on appelle le shit sandwich. Commencer par du positif, un peu de négatif, un peu de positif. Là, on est un petit peu dans le dur, mais on finit à 14 heures. Je ne crois pas que ce soit qu'il faille miser sur une industrie ou une autre. Si vous voulez, quand vous regardez les différentes industries qui sont parties, hein, le textile, c'est 900 000 emplois qu'on a perdus quand même. Hein. C'est beaucoup, 900 000 emplois. 900 000 emplois directs, enfin, vous multipliez par ce qu'il faut. Quand vous vous baladez dans le sud de la France, moi je m'étais baladé dans la région de Pau, enfin, j'avais été affolé
je traversais des villages, je me croyais dans Lucky Luke, c'était désert, tout était parti. Bon, bah oui, il n'y avait plus l'industrie, il n'y avait plus les gens, ce qui est normal. Moi, je pense qu'il faut changer les règles. Il faut rééquilibrer les règles. Il faut que les gens, le consommateur, s'il a envie de soutenir l'emploi, la balance commerciale, il puisse savoir qu'il va acheter quelque chose qui est produit en France. Et aujourd'hui, il ne peut pas le savoir. Voilà, ça c'est une première chose. Il faut aussi, si vous voulez, la mondialisation, c'est quoi? On va aller plus loin, produire quelque chose, parce que ce qu'on va gagner sur le coût du travail, on ne va pas le reperdre sur le coût de transport. Donc vous avez un différentiel qui est favorable à la délocalisation, à aller toujours plus loin. Bah, qu'est-ce qu'on fait pour changer cette règle-là? Bah, il suffit d'augmenter le coût de transport, hein. Il suffit de faire une Europe sociale avec la convergence des salaires. Parce que vous réduisez le différentiel. Donc, il y a des leviers qui existent, si vous voulez. Et oui, effectivement, on ne va pas relocaliser les fabrications de téléphones portables. On ne va pas relocaliser les ordinateurs. Là-dessus, c'est parti en Chine. Ça leur a d'ailleurs permis de se faire la main sur les batteries et de construire cet avantage compétitif qu'ils gardent sur les voitures. Mais on ne va pas tout relocaliser, mais il y a un certain nombre d'industries qu'on peut relocaliser. Et pour moi, ça se joue vraiment au changement des règles. Parce que vous avez plein de gens qui sont prêts à acheter des choses françaises. Alors, ils ne vont pas payer deux fois plus, hein, ils vont peut-être payer 5%, 10% de plus. Mais s'ils n'ont pas l'info, si on ne leur dit pas où c'est fabriqué, alors moi je vous dis, je connais bien l'exemple du textile. Si sur le packaging, quand vous achetez un caleçon Dim, à l'intérieur il y a marqué une adresse Roy Malmaison France. Bon, bah, vous regardez ça, vous dites Dim, bon, bah, ça doit être fabriqué en France à Roy Malmaison. Non, ça c'est l'adresse du siège de Dim, et en fait ça c'est fabriqué en Roumanie. Bon, bah, si vous n'avez pas les infos, il y a marqué sur le packaging fabrication responsable, ah bah, super, c'est responsable. Bah oui, mais c'est responsable en Roumanie, quoi. Donc, il faut faire changer les règles du jeu. C'est pour ça que moi, je suis convaincu que l'enjeu de l'élection 2022, je ne suis pas sûr que les 67 millions de Français le soient comme moi, mais c'est il faut faire évoluer cette Europe. Je n'ai pas dit qu'il fallait en sortir. Il faut faire évoluer les règles pour permettre à cette réindustrialisation de se faire, pour mettre en place les conditions pour que ça se fasse. Alors, on a vu dans les bonnes nouvelles, hein, Emmanuel Macron qui nous dit que la France a accueilli le plus d'investissements étrangers depuis, je sais pas, les 3 dernières années, qu'on recrée de l'emploi industriel depuis 2, 3 ans. Oui, et c'est vrai. Et oui, les Français aussi, avec la crise du Covid, ils ont compris qu'un pays sans usine, ce n'était pas forcément idéal. Et donc, il y a ce regain pour le Made in France, hein, qu'avait initié un petit peu Arnaud de Montebourg quand il était ministre, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas suffire. Donc là, on a une usine de batterie qui va venir s'implanter. Très bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse revenir des constructeurs et même il faut qu'on fasse revenir nos constructeurs. Comment est-ce qu'on convainc Peugeot de venir remettre de la production chez nous? C'est ça l'enjeu. Est-ce que le gouvernement a vraiment envie d'aller vers une réindustrialisation demande Anne-Caroline Goss, non? Bah, ça dépend quel Et, ministère, hein. oui, Déjà, question complémentaire de Bernard Bougel. Vous êtes conseiller à France Stratégie. C'est quoi la stratégie de la France en matière d'industrie? Faudrait-il un ministère de la réindustrialisation? ouais, ou du redressement productif, par exemple. Ouais. Non, alors déjà, vous pouvez vous consoler, parce que le ministre de l'Industrie avait disparu, je crois, au début des années 2000, hein. Parce qu'il faut voir que l'industrie, à la fin des années 90, début 2000, c'était pas la mode. C'était polluant, c'était sale, les gens n'étaient pas contents. Prenez l'exemple de l'usine de raffinage des terres rares, Rhône-Poulenc, qui était à La Rochelle. Les élus n'étaient pas contents, l'eau était rejetée dans la mer, c'était sale, ça polluait. Et à l'époque, vous avez les Chinois qui sont arrivés, qui ont dit, écoutez, moi, j'ai un grand pays, je peux faire ça chez moi, c'est pas grave. Et on fait très bien, ça nous arrange. Comme ça, la pollution, elle s'en va. En plus, ça va nous coûter moins cher. Alors, l'emploi, il s'en va avec, malheureusement. Et ça fait partie des effets collatéraux. Et ça, c'est un exemple que je vous donne, mais malheureusement, je crois que ça ne s'applique pas qu'à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une ministre déléguée, je crois, à l'industrie, qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher. Je pense qu'elle essaie de se battre là-dessus. Et effectivement, la France recrée des emplois industriels depuis 2017.
Mais quand vous allez au ministère de la Transition écologique et solidaire, ben là, vous avez des lois qui vont plutôt décourager les industriels, par exemple. Vous avez un truc d'écocide, là, un délit d'écocide. Donc, délit d'écocide, ben, ça veut dire que déjà, quand vous devez vous implanter en France, et ça, c'est un des vrais problèmes français, hein, c'est très compliqué. En termes administratifs, de règles, il faut faire une concertation, etc. Enfin, c'est un enfer. Donc là, en plus, on vous met attention au délit d'écocide. Si tu rejettes quelque chose, tu vas avoir un délit d'écocide. Oui, ben, l'industrie, ça pollue, hein. Ça rejette des déchets, ça rejette de la pollution, sauf que ça en rejette moins chez nous qu'ailleurs, puisqu'on a des normes environnementales qui sont plus sévères. Donc, oui, ça pollue. Donc, je ne sais pas si le ministère de la Transition écologique et solidaire, lui, ce qu'il préfère pour faire baisser ses émissions de CO2, c'est la délocalisation. D'accord? Ben, le jour où on aura un ministre de l'Environnement qui vous dit moi, je veux relocaliser et augmenter mes émissions de CO2 pour les faire baisser au niveau global et donc impacter positivement le réchauffement climatique, ce sera plutôt une bonne nouvelle. Mais je crois que ce n'est pas pour tout de suite. Il Alors, semblerait, alors, ouais, vas-y, je te laisse, je vois oui, les questions qui s'affichent, mais je te laisse. oui, mais n'y a-t-il pas aussi une bonne et une mauvaise réindustrialisation? C'est posé par quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'a demandé de le relayer. Est-ce que la réindustrialisation signifie usine tournevis réalisée par des investisseurs étrangers hors UE? Donc, on parle par exemple de l'usine singapourienne dans le Nord, ou bien des projets type Alliance européenne qui incluent de la R&D dans des secteurs prioritaires où l'UE doit trouver finalement un avantage en termes de souveraineté économique, comme les batteries, la microélectronique, la santé, les panneaux solaires. Mm. La réponse est dans la question, mais Bah oui, j'ai envie de dire, c'est un petit peu les deux. Quand on prend le projet des batteries, donc là, on parle de, sur le deuxième mois, c'est l'Airbus de la batterie. Il y a un truc qui a fonctionné en Europe, c'est Airbus, qui, en passant, soit dit en passant, n'est pas un projet piloté par la Commission européenne, hein. C'est un projet d'industriels français, d'industriels allemands, d'industriels britanniques et espagnols qui se sont mis ensemble pour travailler, pour faire un géant de l'avion. Mais ils n'ont pas eu, c'est pas un projet piloté comme les batteries par la Commission européenne. Donc, ce qu'a mis en place la Commission européenne, l'Airbus des batteries, 10 milliards d'euros, oui, c'est nécessaire. C'est bien que les gens travaillent ensemble. Euh, c'est bien d'essayer de réfléchir à la batterie de demain, qui, si possible, notamment sur la partie R&D, n'utilisera pas de cobalt, parce que sur le cobalt, on est pieds et poings liés avec la Chine. Donc ça, c'est bien que l'Europe mette en place un projet industriel, parce que finalement, ce mot industrie, c'était un gros mot en France, mais c'était aussi un gros mot en Europe. Donc l'Europe, industrie, ce n'est pas quelque chose sur lequel elle travaille. Et donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, ça permet de s'équilibrer par rapport aux Chinois, qui, quand même, leur industrie qui est fortement subventionnée, alors que nous, on s'interdit de faire ça. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Après, pouvoir attirer parce qu'on parle souvent de Renault et de Peugeot, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément que ce soit des entreprises françaises. D'avoir des entreprises étrangères qui viennent, comme Envision, comme Toyota, comme Daimler. Pour les pneus, c'était Bridgestone. Il faut que la France puisse accueillir ces gens-là. Si vous voulez, aujourd'hui, où est-ce qu'elles vont, les entreprises asiatiques, sud-coréennes? Elles vont en Europe de l'Est, puisque c'est ça la base de production de l'Europe, c'est l'Europe. On a accès au marché européen, mais avec des bas coûts. Bon, il faut que la France redevienne ou devienne l'usine du monde parce qu'elle a une électricité décarbonée et qu'au lieu d'aller fabriquer au charbon en Pologne et dans tous ces pays-là, on va enfin valoriser notre nucléaire qui présente un certain nombre de points de vigilance, notamment sur la gestion des déchets, ce genre de choses. Et le fait que, par exemple, depuis que nos hommes politiques ont vendu Alstom aux États-Unis, ou l'ont donné, je ne sais pas comment on veut, l'ont vendu, on est plus souverain sur l'entretien de nos centrales, hein, puisque c'est les Américains qui le font avec General Electric. Mais non, il faut encourager les deux, tout simplement. Mais pour moi, je vous dis, chaque fois que j'essaie de réfléchir à ce type de solution, je vous ai émis des idées qui ne sont que des idées à ce stade et je n'ai pas du tout la science infuse sur ce sujet qui est très compliqué et dont les délocalisations datent d'avant ma naissance.
Mais je suis convaincu que ça se joue in fine au niveau européen. Et ça Oui, joue entre un ministre des Finances françaises et un ministre des Finances allemand. Ça se joue pas, voilà, ça se joue en petit comité en mettant des règles qui ne pénalisent pas notre économie. alors Olivier Artigue nous dit qu'il semblerait que Trump ait réussi, mais comment à faire revenir des industries aux USA? Bah, Trump, a priori, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a mis en place des mesures, notamment ou des mesures ou des menaces de protectionnisme pour les gens qui voulaient s'implanter plutôt aux États-Unis. À base de production bas coût, ça s'appelle le Mexique. Donc, il leur a dit, bah, si tu fermes les États-Unis pour aller au Mexique, ta voiture, si tu veux la revendre chez moi, je vais te mettre une taxe à l'importation. Les Américains, d'ailleurs avant Trump, hein, toujours été beaucoup plus sévères sur ces taxes à l'importation. Il l'avait fait sous Obama, hein, sur les panneaux solaires, avec des taxes très importantes, hein. On ne parle pas de 5 ou 10%, hein. De tête, on était à plus de 50% sur les panneaux solaires. Parce que nous, en fait, en Europe, les panneaux solaires, on avait une industrie qui commençait à se développer. On avait Photowatt, on avait notamment pas mal d'Allemands, QCell. Ils avaient 100 000 emplois déjà dans le photovoltaïque. Et puis, on a laissé les Chinois inonder le marché mondial. On s'est fait laminer. Toute l'industrie solaire a été ravagée en Europe. Les Américains sont protégés, ils continuent à produire des panneaux solaires aux États-Unis. Donc, à un moment donné, c'est un petit peu l'inverse de ce que fait, si vous voulez, l'Union européenne depuis le traité de Maastricht, où on a fait le maximum pour la libre circulation des biens, de l'argent, des personnes, etc. Baisser au maximum toutes les barrières, pendant que nos principaux partenaires, comme la Chine ou les États-Unis, eux, sont protégés sur certains secteurs. Oui, mais alors en même temps, c'est Anne-Caroline Goss qui me disait ça tout à l'heure, la décision de taxer des produits fabriqués à l'étranger ne va-t-elle pas peser sur nos propres exportations? C'est peut-être ça qui freine, hein. Bah, bien évidemment qu'il y a toujours des mesures de rétorsion qui peuvent être mises en place. Donc, c'est vrai que quand on peut essayer de réfléchir à des mécanismes pour limiter ces mesures de rétorsion, ça peut être intéressant. Alors, il y a un mécanisme qui existe pour ça, dont on n'a pas parlé pour l'instant, ça s'appelle le Club Climat. Qu'est-ce que c'est qu'un Club Climat? Ça a été proposé par un prix Nobel d'économie qui s'appelle William Nordhaus en 2015. C'est de se dire, on se met à un certain nombre de pays ayant des politiques ambitieuses sur le climat, on se met ensemble. Et donc, les gens qui sont partis de ce club bénéficient, alors ou pas, d'une fiscalité un peu allégée sur leurs produits. Et ceux qui ne sont pas dans le club, eux, par contre, vont avoir une taxe à l'importation, quel que soit le produit, 5%. 5%, pas forcément très élevé, mais qui va les inciter à rejoindre ce club climat. Donc ça semble pertinent. La France, avec la Norvège, la Suède, vous savez, on est quand même, alors tous les pays européens ont place des quotas sur le système des quotas, mais on est un des seuls à avoir mis une taxe carbone sur le carburant, par exemple, aussi élevé, 50 € la tonne, 40 € la tonne. Donc on aurait pu se mettre avec d'autres pays pour faire ce club climat qui donnerait un avantage compétitif à nos produits. Sauf que ça, vous ne pouvez pas le faire en Europe. D'accord? Si vous voulez le faire, c'est au niveau de l'Union européenne. Il faut que ce soit l'Union européenne qui rejoigne le club climat. Donc, pour que ce soit l'Union européenne qui rejoigne le club climat, il faut que tous les pays adoptent la même fiscalité que nous. C'est-à-dire cette fiscalité sur le carburant qui a créé la crise sociale la plus grave des 20 dernières années. Est-ce qu'on va réussir à convaincre 20 et quelques pays de prendre le risque d'avoir une crise des gilets jaunes chez eux? Ce n'est pas évident. Donc, il existe des solutions, si vous voulez, mais le problème, c'est que quand vous êtes dans une copropriété à 26 ou 27, avec des intérêts aussi divergents que la Pologne, la France ou l'Allemagne, sur des décisions qui sont souvent à l'unanimité, ce n'est pas facile. Et souvent, quand vous êtes à l'unanimité, ce que vous pouvez obtenir, et c'est ce qu'on obtient à l'ONU avec les COP, hein, les accords du GIEC, c'est des plus petits dénominateurs communs. Donc, ce n'est pas grand-chose, quoi. Et le club climat, au niveau de la France et de la Norvège et de la Suède et de je ne sais pas quel pays en plus, là, vous pourriez tirer tout le monde vers le haut. Et c'est ça dont on a besoin sur l'environnement. Mais malheureusement, voilà, pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est ce que relaie Vincent Stokowski qui nous dit que l'engagement écologique de l'UE finalement passe peut-être derrière le principe de marché unique, hein. Il passe complètement derrière, en fait. Pour moi, l'engagement écologique de l'UE, c'est justement pour
masquer, si vous voulez, on n'a pas le droit d'encourager les circuits courts. Donc, on essaie de créer des trucs. Bon, pour moi, la mesure de taxe carbone aux frontières, ça va être une mesure symbolique, quoi. Il y a 10 ans, si on vous avait dit qu'au niveau de l'Union européenne, on allait mettre une taxe carbone aux frontières, tout le monde aurait rigolé. Il dit, ah mais non, mais ça, c'est du Donald Trump, ils ne vont jamais faire ça. Bon, bah là, ils vont le faire sur le principe. À mon avis, dans la réalité, non seulement l'impact, il sera limité, et deux, il va être, à mon avis, contre-productif. Pourquoi? Parce que, a priori, dans le projet qui a été présenté, donc qui va être présenté dans 15 jours, mais qui n'est pas celui qui est adopté, bien évidemment, vous allez avoir, dans ce projet-là, vous avez donc les importations qui sont taxées à hauteur du montant pour lesquels les secteurs voilà, payent une taxe. Donc, les secteurs de l'acier, etc. etc. Sauf que ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous êtes producteur d'acier en Europe, votre acier sort, il aura payé le carbone, ça ne va pas être détaxé. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, si on le détaxe au niveau des exportations, ce n'est plus une mesure environnementale, mais c'est une mesure commerciale. Donc, elle est attaquable au niveau de l'OMC. Donc, a priori, ça va pénaliser qui? Les Allemands, parce que les exportateurs d'Europe, c'est principalement les Allemands. Pas sûr je ne pense pas qu'ils soient d'accord et qu'ils laissent passer ça. Deuxièmement, dans ce système-là, vous n'allez pas concerner, comme je vous l'ai dit, vous concernez des secteurs très en amont. La fabrication de l'acier, la fabrication de l'aluminium. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les fuites, elles vont se faire plus au niveau de l'aluminium et de l'acier, mais plutôt du produit fini. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on n'est quand même pas sur quelque chose qui va changer la face du monde. Ça va permettre de dire qu'on regarde le sujet et qu'on fait quelque chose, mais pas sûr que ça fasse beaucoup d'autres. Alors, essayons de mettre un peu d'espoir. Peut-être, Thierry Thibault qui demande, enfin qui dit, avec des coûts salariaux élevés, les USA ont pu employer des dizaines de milliers d'ingénieurs dans les GAFA, sans oublier Tesla qui a tout misé sur l'innovation. Plutôt que de créer des taxes, notre seul point fort, on ne peut pas passer à la vitesse supérieure en R&D. R&D, on a des dispositifs qui existent, qui s'appellent le crédit impôt recherche. On n'est pas les pires en R&D. Après, on est peut-être moins payé qu'aux États-Unis et qu'en Californie. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ingénieurs français qui y partent pour mettre à contribution leurs neurones. Faut faire attention aussi aux postes on va dire, col blanc et col bleu. Bien évidemment, la R&D, pour l'instant, heureusement, c'est quand même quelque chose qu'on a réussi à garder chez nous. Et d'ailleurs, c'était un petit peu ça le deal. On délocalise ce qui a faible valeur ajoutée, puis on garde ce qui est chez nous. Donc, c'est le design in, donc le design in France. Aux États-Unis, ce n'est pas de la production. Ils ne fabriquent pas des iPhones en Californie. Donc, c'est effectivement, vous avez les GAFA, Facebook, Google, Apple. Donc, ils designent les Apple, etc. Mais ils ne sont pas fabriqués en Californie. Par contre, ils récupèrent la grosse partie de la valeur ajoutée. Puisque, effectivement, quand on vend à 800 €, alors que ça nous a coûté, je ne sais pas combien à produire, mais peut-être 50 € maximum, on se met quand même 750 € dans la poche, qui est une bonne chose. Donc, il faut faire attention. Je vois Michel parler des usines. Oui, alors une façon de relocaliser, bien évidemment, c'est d'augmenter, puisqu'on a un déficit en termes de coût de main-d'œuvre plus élevé que les autres, mais c'est d'améliorer nos processus et de remplacer, d'augmenter le niveau d'automatisation et de robotisation des usines. C'est d'ailleurs pour ça que dans les batteries, on peut être compétitif parce qu'en fait, c'est beaucoup des robots. Alors, vous avez des gens qui vont vous dire, oui, ben voilà, mais bon, si on remplace des gens par des robots, ça va pas ranger le schmilblick. Vaut mieux remplacer, vaut mieux que ces usines-là où il y a des robots qui travaillent à la place des gens, elles soient chez nous que chez les autres. Tout simplement, parce que ces robots, il faut quand même les faire marcher. Parfois, il faut leur donner à manger, il faut les entretenir, il faut piloter tout ça. Donc, il y a quand même de la main-d'œuvre. Des usines dont on parle, Envision, on parle de 1000 emplois, plus à terme. Et oui, une des raisons de la désindustrialisation de la France, dans le secteur auto ou dans les autres, c'est qu'on n'a pas voulu mettre l'argent pour moderniser nos usines, nos moyens de production, pour les robotiser, pour les automatiser. On a préféré mettre
Donc oui, la robotisation, ça fait partie des choses importantes, sachant que malheureusement, les robots ne sont pas produits chez nous. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, quelque chose de positif. Bon, j'ai encore 20 minutes, mais Non, enfin, avant, on n'y est pas encore. Vas-y. comme tu sais, moi, je suis plutôt dans la sociologie et les évolutions de comportement. On l'a dit plusieurs fois, il y a une question d'information des gens et donc de pédagogie. Et Alexandra Gaborio nous dit dans quelle mesure est-il possible de mettre en place une stratégie nationale d'éducation et de formation pour une consommation locale et donc plus écologique. Donc, ça passe par l'éducation nationale, collège, lycée, les facs et les écoles de commerce, par les syndicats d'organisation sectorielle. C'est déjà le cas dans certaines écoles d'ingénieurs, les conférences dans les entreprises. Enfin bref, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le consommateur reprenne un peu le pouvoir et fasse évoluer le système? Bah, ouais, alors, bon, là-dessus, je sais pas, quelques idées. Déjà, effectivement, on pourrait expliquer aux gens l'impact de leurs achats pour qu'ils le comprennent. Quand vous comprenez, quand on vous dit que votre yaourt, avant d'arriver chez vous, dans votre ventre, il a fait 6000 km, vous commencez à vous poser des questions quand même. Mais pourquoi est-ce qu'il fait 6000 km, mon yaourt? Est-ce qu'il a vraiment besoin de faire 6000 km? Donc déjà, il faudrait les gens soient mieux informés. Aujourd'hui, il n'y a pas ce niveau d'information. On pourrait avoir, ça existe par exemple avec Yuka. Yuka, vous allez scanner, et encore, je ne sais pas si vous le faites, mais votre nourriture, et on peut vous dire si c'est bien ou pas bien. Aujourd'hui, et c'est une tendance de fond, les consommateurs vont demander de la transparence et de la visibilité sur toute la chaîne de valeur de ce qu'ils achètent. Et on pourrait créer ce genre de Yuka, sachant que c'est compliqué, parce que quand vous achetez une voiture électrique, si vous voulez, vous avez un fournisseur de batterie, et puis entre le fournisseur de batterie et la mine au Congo, il y a 6 entreprises. Donc pour remonter à chaque entreprise, c'est compliqué. Mais ça va être exigé. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, parce que Yuka, pour l'instant, moi, je l'ai téléchargé puis détéléchargé. Ça donne juste la composition des produits, quoi. Non, mais bien les sûr, les machins. Je parle d'un truc un peu électronique avec une application qui pourrait vous donner cette information. Aujourd'hui, la première chose à faire quand on fait un achat, c'est de regarder, et je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse, mais d'où ça vient, tout simplement. Ça vient d'où? Est-ce que quand je fais mon achat, je contribue à aggraver la balance commerciale ou pas? Est-ce que ça fait travailler des gens chez moi ou pas? Mais déjà, cette information, je veux dire le niveau zéro, ça n'existe pas. Donc, on peut commencer par ça. Et bien sûr qu'on peut éduquer, si vous voulez, on peut éduquer les gens à l'école, au collège, au lycée sur c'est quoi la différence entre un circuit court et les bénéfices du circuit court et du producteur et du consommateur qui ne sont pas très loin, et l'inverse. Mais comme le logiciel du commerce mondial, il est plutôt sur le logiciel inverse, une fois que vous allez arriver dans une entreprise, dans une école de commerce comme HEC ou je ne sais pas quoi, bon, il n'y a pas que HEC, mais toutes les écoles de commerce, on va vous dire, ah ben non, ce qu'il faut, c'est baisser tes coûts, il faut les produire en Pologne, en Roumanie et en Chine, etc. Donc, si vous voulez, ça ne va pas être facile parce que les règles, ce qu'on nous apprend, c'est pour être bon avec les règles actuelles. Moi, je considère que les règles actuelles ne sont pas bonnes. Donc, si vous voulez, ça va être compliqué de... Il faut que les gens soient mieux informés, soient plus sensibilisés. Aujourd'hui, les gens, pour le Made in France, si vous voulez, ils ont 2 produits au même prix. Il y en a un qui est Made in France. OK, ils vont acheter le produit en France. Les 5% d'écart, peut-être qu'ils le feront, mais ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là. Et le problème, c'est que les coûts en France, ils sont 3, 5, 7 fois plus élevés. Donc, ce n'est pas évident comme équilibre. Il faudrait-il travailler plus que 1000 heures 1000 heures. On ne travaille pas plus que 1000 heures? J'ai l'impression qu'on travaille un peu plus que ça, non? Effectivement, lors de la mise en place des 35 heures au début des années 2000, en même temps, si vous voulez, nous, on a plutôt eu tendance à faire un peu augmenter nos coûts avec les 35 heures, payer 38, alors qu'en Allemagne, ils faisaient l'inverse. Donc, avec de la modération salariale suite à la réunification des 2 Allemagnes. Donc, effectivement, on a eu un double effet qui se coule avec les Allemands.
Néanmoins, l'Allemagne n'est pas le pays où nous délocalisons nos usines. D'accord? On a effectivement un déficit commercial assez important sur l'automobile avec les Allemands. On leur vend des petites voitures, on leur achète des grosses voitures. Hein. Bon, ben, vous imaginez comment le delta, dans quel sens il est. On a pu monter presque à 8 milliards d'euros de déficit avec les Allemands, rien que sur les voitures. Hein. Donc, c'est beaucoup. Maintenant, notre problème sur les coûts, on est assez comparable avec les Allemands. Donc, si aujourd'hui, les entreprises vont en Allemagne de batterie, ce n'est pas une question de coût, c'est une question de... C'est là où sont assemblées les voitures, en fait. Nous, si on a plus de voitures assemblées en France, il n'y aura pas les batteries. Ouais, mais alors, c'est ce que dit Bernard. Comment baisser les coûts de production en France? Il y a peut-être des solutions quand même, hein. Bah, ça, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, on n'en a pas parlé, mais j'avais vu un message tout à l'heure, aussi le message de Jackie, sur les impôts de production. Donc, effectivement, on a des impôts de production qui sont 7 fois plus élevés qu'en Allemagne. Comme il dit, alors 7 à 8, voilà. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles, il me semble, il y a des initiatives qui sont menées. Est-ce que la baisse des coûts de production, oui, c'est nécessaire, mais est-ce que ça sera suffisant? Si vous voulez, ce genre de mesures, ça permet de limiter la casse, de ralentir la désindustrialisation. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'un industriel qui hésitait entre deux pays va venir en France? C'est sûr que ça va dans le bon sens. Il y a une autre mesure qui est mise en place, c'est la, les impôts sur les sociétés, donc qui baissent, hein, qui baissent et qui effectivement sont un point d'attrait important. Mais si vous voulez, l'IS, la fiscalité, c'est le drame dont on n'a pas parlé, mais c'est le drame de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'harmonisation fiscale et donc vous avez un concours de moins-disance fiscale entre les pays, avec des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, ce n'est pas le Liechtenstein. Les paradis fiscaux, c'est l'Irlande, c'est les Pays-Bas. Je rappelle qu'il y en a beaucoup de sièges de nos entreprises du CAC 40 qui ne sont plus en France. Elles sont à Amsterdam, elles sont aux Pays-Bas. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle que si vous deviez baisser l'impôt sur les sociétés, l'IS, eh bien, ben, l'impact serait peut-être pas forcément très significatif, puisque en fait, de l'IS, nos grosses entreprises, quand elles ont leur siège aux Pays-Bas, ben, elles en paient de moins en moins. Elles en payent. Mais comme elles remontent une partie de leurs résultats aux Pays-Bas, ben, c'est tout ça sur lequel vous n'avez pas d'impôt sur les sociétés. Donc, bien évidemment que ces choses-là doivent être continuées, mais le vrai sujet en Europe, c'est aussi ça. Hein, alors, on ne va pas repartir sur 1 heure et demie. D'ailleurs, ce n'est pas mon sujet. Mais la concurrence fiscale entre les pays, entre les sites, c'est quand même ça souvent qui fait qu'un site s'implante dans un pays plus qu'un autre. On n'en a pas parlé, mais il y a des choses comme est-ce que c'est compliqué administrativement? Alors ça, c'est sûr qu'en France, on est les pires. Hein, donc là, mais on est les pires pour installer une éolienne, enfin, toutes les mesures, ce qu'on appelle, je crois, le red tape en anglais, enfin, ces mesures en termes d'administratif, vous voulez implanter un site en France, il faut quand même vous lever de bonheur. Hein. Franchement, il faut se lever de bonheur, premièrement. Quand vous allez en Pologne, c'est limite si les gens, si l'État fait tout pour vous, si vous voulez, on vous sert sur un plateau. Donc forcément, ça, c'est quand même un critère important. La fiscalité, c'est toujours important. Et, et c'est jamais la même. Parfois, on vous dit, bah, vous n'allez pas payer l'impôt pendant 2 ans, parfois pendant 5 ans, pas pendant 8 ans. Parfois, c'est on va vous payer pendant 2 ans, on va vous payer pendant 5 ans, on va vous payer pendant 8 ans. Il n'y a pas beaucoup d'harmonisation. Donc là-dessus, c'est aussi un levier. Par exemple, Tesla, à Berlin, apparemment, ils ont touché une aide de 1 milliard d'euros. Bon, bah, c'est quand même pas mal, 1 milliard d'euros pour s'implanter. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Ségolène Royal n'a pas réussi à les convaincre de s'implanter à Fessenheim. Donc, alors, Michel parle des logiciels. On est bon en logiciel. Bah oui, on est bon en logiciel, mais malheureusement, tout ce qui est logiciel, il y en a quand même pas mal qui partent en Inde, qui partent dans d'autres pays, qui partent en Pologne aussi. Ils sont assez bons en Pologne. Main-d'œuvre très qualifiée, pas très chère. Vous en avez aussi tous les emplois de service hein, qui partent aussi au Maghreb, en Afrique du Nord. Hein. Donc, si vous voulez, la délocalisation des emplois, elle a commencé sur l'industrie, mais elle passe aussi sur les services. Peugeot, il me semble, là, commence d'ailleurs à délocaliser une partie de sa R&D. Donc oui, les logiciels, il faut travailler dessus, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a aussi une tendance là-dessus.
Ou on arrive bientôt au positif. Hein. Ah oui, eh La, oui, on va la trouver. proposition de Biden, 15% d'impôts, ben c'est quoi? Ah oui, c'est 15% d'impôts au niveau mondial, c'est ça? Je n'ai pas trop suivi, donc je ne pourrais pas vous dire. Ce que je pourrais pas vous dire, mais effectivement, si les entreprises payaient leurs impôts là où elles font du chiffre d'affaires, ce serait plus simple. On serait probablement moins endetté hein, parce que ce qui va en face d'une baisse des impôts, c'est l'augmentation de la dette. Hein. Et puis si ce n'est pas les entreprises qui paient les impôts, qui c'est à la fin? C'est vous. Donc ça, avoir un impôt effectivement mondial pour que les entreprises ne puissent pas y échapper. Mais bon, moi, Joe Biden, je veux bien qu'il mette son truc à 15%, mais il faudrait qu'il s'occupe de faire un peu le ménage chez lui. Il y a un certain nombre d'États, de Delaware, de Floride, etc., où il est quand même possible de ne pas payer beaucoup d'impôts. Bon, allez, on finit un C'est peu sur quelque chose de positif. positif ou pas? Oui, parce que Michel a le moral à zéro, là. Et Michel a vous le moral à aussi. zéro. Euh, non, ce qui est positif, c'est qu'en France, non, c'est vrai que alors, je vais être très franc. Plus j'avance, moi je suis d'un naturel très optimiste. Mais plus j'avance, plus je suis convaincu malheureusement qu'il faut que les choses évoluent en Europe. Et je suis désolé, je vous le redis encore une fois et je le redirai une dernière fois. Et donc, euh, et donc ce qui me manque aujourd'hui, c'est un homme politique avec un projet qui ait le courage d'aller porter ça au niveau européen. Et pour l'instant, je ne le vois pas. Alors c'est vrai que si je voyais quelqu'un, ça me rendrait très, très optimiste. Maintenant, en France, non, non, mais sur l'industrie, il y a plein de sujets sur lesquels on peut être positif. Moi, je suis très, très, très optimiste pour le futur. Je pense qu'on va passer d'une économie un peu moins, euh, un peu moins matérielle avec des choses avec plus immatérielles, avec plus de contacts, de liens sociaux entre les gens, etc. Je suis très optimiste sur la suite. Sur l'industrie, c'est difficile, en toute franchise, d'être positif tant qu'on a les mêmes règles, tant qu'on a les mêmes chefs d'entreprise qui sont aussi peu patriotiques, tant qu'on a la même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la même organisation des syndicats et des dirigeants, si vous voulez. C'est une des grandes différences entre la France et l'Allemagne. C'est qu'en Allemagne, vous avez des syndicats qui sont très puissants, qui font partie des conseils d'administration des entreprises, etc., où vous avez une sorte de cogestion. En France, on est un peu, on n'a pas le même fonctionnement et je ne suis pas sûr que ce soit dans le bénéfice des entreprises. Donc, c'est des choses qui pourraient qui pourraient peut-être un peu évoluer. Un petit peu plus de patriotisme économique, un petit peu plus de travail main dans la main avec les syndicats, mais ça, je ne vois pas bien comment ça va se passer. Et on attend le sauveur pour aller discuter avec son homologue allemand. Alors, pour la petite histoire, moi, j'étais allé voir le cabinet d'Arnaud Montebourg en 2013, pour ceux qui imaginent que Arnaud Montebourg pourrait être le sauveur. J'étais allé le voir en 2013, à l'époque, il parlait un petit peu de tout ça. Hein, c'était ce ministère de redressement productif. Je n'avais pas vu Arnaud Montebourg, bien évidemment. J'avais vu une de ses conseillères à l'époque. Je l'ai présenté. En gros, ben voilà, je pense que pour l'industrie automobile, ce serait bien de mettre un bonus-malus sur le poids des voitures. Puis ce serait bien aussi de mettre une taxe carbone aux frontières, mais pas aux frontières de l'Europe, hein, aux frontières de la France, pour nous avantager par rapport aux autres pays en Europe. Et à l'époque, elle m'avait dit, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, vous avez raison, mais ce n'est pas à l'agenda du ministre. Et j'avais été un peu surpris parce que je pensais qu'Arnaud Montebourg, c'était plutôt à son agenda, ce genre de choses. Donc, ça m'a un peu perturbé. Ça m'a un peu perturbé. Donc, même Arnaud Montebourg, qui a peut-être des velléités de se présenter, je ne suis même pas sûr que ce soit le sauveur. Voilà. Et Michel dit, Macron, il est très heureux. oui, Ouais. c'est un des premiers présidents élus en France qui ait fait autant de comment dire, déclarations pro-Europe, hein, on va dire. Emmanuel Macron, Oui, c'est même un motif de c'est très vote. bien, mais s'il était un peu pro-France aussi, ce ne serait pas mauvais. Et la présidence de la Commission européenne par la France l'année prochaine, ça ouvre pas des perspectives, hein? La dernière fois qu'on a eu, alors c'était pas si, c'était peut-être la dernière fois, puisque ça change tous les 6 mois. On est 27, donc la dernière fois qu'on l'a eu, c'était en 2000, c'était en début 2009, si je dis pas de bêtises, ou fin 2008.
c'était Nicolas Sarkozy. Alors, je ne sais pas si ça change tous les 6 mois et si tout le monde passe chacun son tour, mais j'imagine que logiquement, c'est ça. La Oui, dernière fois qu'on a fait ça, c'est là où Sarkozy a fait son cadeau à Angela Merkel, qui a quand même connu 4 ou 5 présidents, hein, Merkel. Euh, Et, euh, et son cadeau, c'est de dire, ben, avec tes grosses voitures allemandes, tu vas pouvoir émettre plus de CO2. Donc, il a crucifié l'industrie automobile française, il a crucifié notre avantage sur les petites voitures pour encourager les tanks thermiques et électriques. Donc, si lors de la prochaine présidence française, effectivement, on pouvait faire marche arrière sur ce sujet-là, et si vous voulez, c'est ce que demande Bruno Le Maire. Bruno Le Maire nous dit oui, il faut qu'on revienne sur cette règle absurde qui encourage les voitures les plus lourdes, etc. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, ce qu'on attend, c'est des actes. Donc si on a des actes début 2022, très bien, mais je ne vois pas bien je vois pas ça. Je pense qu'on va aller se battre sur le projet d'ajustement carbone aux frontières. Comme ça, on pourra dire, regardez, la France a été moteur, on l'a enfin mis en place, c'est génial, et etc., Bernard etc. Bougel, lui, suggère une baisse drastique de l'impôt sur les sociétés, qui ne représente finalement que 13% des recettes en France. Est-ce que ça n'attirerait pas les entreprises plus facilement, indépendamment des problèmes Oui, mais le administratifs? problème, c'est que si vous voulez, c'est la course à l'échalote, en fait. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans dans tous les pays. Mais si vous baissez, vous, à 13%, ailleurs, ils vont baisser pareil. Et à la fin de l'histoire, vous baissez vos recettes fiscales. Donc, si vous voulez, c'est une règle de moins-disance. On pourrait aussi baisser le coût du travail. Hein. On pourrait baisser, diviser les salaires par 5. Puis voilà. Mais si vous voulez, la moins-disance fiscale, environnementale, sociale, c'est un petit peu ça qui nous tue depuis 30 ans. Donc, je ne suis pas sûr que ça fasse partie des solutions. Je préférais qu'on s'harmonise et qu'on soit tous au même taux d'imposition et qu'on ne se batte pas sur le taux d'imposition, que ce soit 20, 25 ou 30 dans les différents pays en Europe. Mais moi, je préférais qu'on se protège de ces passagers clandestins, voilà, que ce soit l'Irlande. Je vous rappelle que quand vous prenez votre Uber à Paris, il n'y a pas il y a pas d'imposition sur votre course, quoi. D'accord? L'argent remonte soit en Irlande, soit aux Pays-Bas, et puis voilà, c'est fini. Donc ça, c'est gênant. Donc moi, j'aimerais bien déjà qu'on aille chercher que les gens qui font du business avec les consommateurs français déjà payent l'impôt qui correspond à ça. On peut commencer par le strict minimum, hein. Ce serait déjà pas mal. Il faut que les politiques parlent du Made in France. Bah, pour moi, si vous voulez, la réindustrialisation qui vient avec du Made in France, ça devrait être un socle commun de tous les candidats en 2022. Rediscuter de ces règles, etc., au niveau européen, ça devrait être un socle commun. Vous vous souvenez de Nicolas Hulot qui avait fait son passeport écologique, je crois, ou un truc comme ça, en 2008, qu'il l'avait fait signer à tout le monde. Je ne suis pas sûr que ça les ait beaucoup engagés, puisque Sarkozy a été le premier à le signer, et je ne suis pas sûr qu'il en ait fait grand-chose. Mais il faudrait une sorte de manifeste, de socle commun parce que, en fait, si vous voulez, moi, je suis là où je suis très positif pour Michel, c'est que la réindustrialisation de notre pays, c'est un véritable projet de société. Remettre de l'emploi industriel chez nous, refaire vivre des villes qui se sont arrêtées, ça, c'est un vrai projet de société. La France, qui lui manque aujourd'hui, c'est un projet de société. Et donc, le départ de ce projet de société, pour moi, c'est cette réindustrialisation. Alors, on peut parler de Made in France si vous voulez, mais réindustrialisation, refaire des circuits courts le plus possible. Il y a un très beau texte Keynes qui date de 1933, je crois, qui parle de l'autosuffisance nationale. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire chez nous, mais ça veut dire que les choses où les autres pays n'ont pas forcément un avantage compétitif et qu'on peut faire près de chez nous, il faut y aller. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que ça va peut-être coûter un peu plus cher, c'est vrai. Je prends souvent l'exemple, si vous voulez, du textile. Bon, aujourd'hui, j'ai mis une chemise blanche. Cette chemise, si je l'achète fabriquée en France, peut-être va me coûter 2, 3, 4 fois plus cher que la chemise qui est fabriquée ailleurs. Et de toute façon, si vous voulez, dans les 8 chemises, je n'en mettais que 2. J'ai 8 chemises chez moi. Enfin, je donne un exemple. Donc, en gros, bah, c'est pas grave, je continuerai à mettre les 2 chemises et puis j'achèterai que du Made in France et ça marchera bien.
Donc, il y a à un moment donné, il faut privilégier l'usage, la qualité, le confort. Mais le problème, c'est qu'on est aussi dans une société de consommation. On vous explique que tout coûte de moins en moins cher, qu'en plus, le portefeuille des gens n'est pas extensible à l'infini, au contraire. Et donc, on va aussi aller toujours vers le moins cher. Donc, la solution, c'est pour ça que j'en reviens à cette taxe kilométrique. C'est qu'il faut rééquilibrer les prix. Il faut donner le vrai prix au produit. Bon, moi, je Euh, propose une chose pour clôturer ça, Nicolas, c'est que l'un des prochains candidats à la présidentielle qui a un vrai projet de société s'appelle Nicolas Meillan. Hein, ça régénère un peu les troupes en plus. Hein. ouais, ouais, Euh, mais, écoute, c'est gentil, mais bon, c'est gentil. On va dire que je le prends on- bien, on va- mais non, quand je vais être très franc avec vous, hein, c'est vraiment pas du tout un métier qui me fait rêver. Je suis inquiet un peu, et c'est aussi pour ça que je contribue un jour par semaine aux travaux de France Stratégie pour essayer de proposer des choses pertinentes. Maintenant, un poste de candidat ou président, c'est un poste de communicant. Donc, non, j'ai la chance d'avoir une femme et deux enfants et de faire des choses qui m'intéressent. Et donc, non, malheureusement, j'ai pas prévu de sacrifier ma famille pour ça. Mais je continuerai à contribuer comme je le peux.